est à l'origine de l'affrontement militaire entre l'Algérie et le Maroc. Les milices du Front Polisario ont à nouveau lancé une attaque contre une ville du territoire du Sahara contrôlée par le Maroc. Mab, comme Smara avant-elle en octobre dernier, a été la cible d'une attaque à la roquette qui, selon les médias marocains, a frappé près d'une tente où certaines autorités assistaient à un défilé commémorant le 49e anniversaire de la Marche verte par laquelle l'armée et des milliers de citoyens marocains sont entrés dans l'ancienne colonie espagnole en novembre 1975. Les forces armées royales ont répondu à l'attaque en envoyant un drone qui a bombardé plusieurs véhicules appartenant aux milices du Front Polisario, faisant plusieurs victimes, dont un chef du groupe attaquant. Dans cet épisode de Mab, comme dans le précédent à Smara, l'armée marocaine s'est abstenue d'utiliser le droit de poursuite et de contre-attaquer les forces hostiles dans leurs arrière-casernes. Les miliciens du Front Polisario effectuent souvent des patrouilles dans ce que le mouvement indépendantiste considère comme les territoires libérés, la zone du Sahara située à l'est des murs de défense, construits par le Maroc qui ont divisé le territoire de l'ancienne colonie espagnole en deux. Une partie administrée par le Maroc couvrant environ 85% de la zone et une autre libérée par le Polisario ne couvrant pas plus de 15%. Les phares ont toujours répondu aux attaques perpétrées en territoire marocain et ont souvent mené des ripostes armées dans le territoire libéré où circulent les unités du Polisario. Mais elles n'ont jamais attaqué les arrière-gardes du mouvement indépendantiste, situé en territoire algérien. Hassan II raconte dans ses mémoires que pour éviter d'avoir à utiliser le droit de poursuite face aux attaques de la guérilla du Polisario, il a lui-même décidé que les murs de défense construits dans les années 79 et 80 du siècle dernier laisseraient une partie du territoire du Sahara occidental à l'extérieur. Si les murs étaient construits le long de la ligne frontalière, les forces armées marocaines, phares, risquaient de pénétrer en territoire algérien, ce qui conduirait à la possibilité d'un conflit entre les deux pays. Hassan II ne voulait pas de guerre avec l'Algérie, son fils non plus. Cependant, tant après l'indépendance du Maroc que sous les règnes de Hassan II et de Mohamed VI, des voix se sont élevées au sein de l'établissement militaire marocain pour souligner la nécessité de prendre des mesures drastiques contre les attaques armées provenant de l'étranger, par des unités militaires algériennes à Amgala I et Amgala II, et par les milices du Front Polisario de 1976 à 1991, puis à nouveau à partir de 2020. Le réarmement intense, auquel procèdent l'Algérie et le Maroc a une autre signification. Il ne s'agit pas d'une préparation à la guerre, mais plutôt de la recherche par le Maroc d'une puissance de second rang dans le détroit de Gibraltar, les principaux étant les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Espagne, ainsi que d'une force dominante sur toute la côte atlantique de l'Afrique du Nord jusqu'au golfe de Guinée, et de la reconnaissance internationale par l'Algérie de sa puissance militaire en Méditerranée centrale en tant que lien entre l'Europe et l'Afrique, ainsi que de la nécessité de protéger ses frontières 6700 km de frontières terrestres et 1000 km de côtes, ainsi que pour protéger ses gisements de pétrole et de minerais. Le Maroc a besoin d'une armée importante pour sa projection extérieure, tandis que l'Algérie en a besoin pour sa sécurité intérieure. Cela n'exclut pas la tentation, de part et d'autre, de pousser à une confrontation militaire majeure, mais les deux régimes sont conscients qu'une confrontation militaire ne conduirait à aucune victoire de l'un sur l'autre et ne bénéficierait pas du soutien international de leurs propres alliés, c'est-à-dire, grosso modo, des États-Unis avec le Maroc et de la Russie avec l'Algérie. Les escarmouches menées par les milices du Polisario ont deux objectifs, défendre leur rôle de principal protagoniste du conflit devant les Nations Unies. L'Algérie et le Polisario veulent être le seul protagoniste, alors qu'au sein de la population du territoire lui-même, leur revendication d'être la seule partie est contestée. Deuxièmement, provoquer le Maroc pour qu'il reconnaisse officiellement et fournisse des moyens militaires au mouvement autonomiste ou sécessionniste algérien tel que le MAK, mouvement d'autonomie de la Kabylie, dirigé par Ferhat Mehi, ou pour créer des cellules armées au sein du vaste mouvement Irak, qui défie le régime militaire depuis 2 ans par des manifestations de masse chaque semaine dans tout le pays. Malgré les innombrables attaques des milices du Front Polisario contre les populations civiles ou les détachements de sécurité marocains, Mohamed VI n'a jamais accepté d'accorder au mouvement pour l'autonomie de la Kabylie le statut de mouvement de libération nationale qui pourrait justifier son approvisionnement en armes et en explosifs.
D'ailleurs, à 2 reprises, dans ses discours solennels annuels, le roi du Maroc s'est adressé aux autorités algériennes pour leur proposer un dialogue sans condition. Jusqu'à présent, Alger n'a pas répondu aux offres de Sbourita accuse l'Algérie de vouloir déclencher une guerre, les dangereuses allégations du Maroc. Ce nouveau discours des autorités marocaines est, à la fois, étrange et inquiétant. Et pour cause, les autorités algériennes ne cessent d'afficher l'engagement de l'Algérie à contribuer à la paix et à la sécurité en Afrique et dans le monde. À quoi joue le Maroc? On ne sait dans quel objectif. Les autorités de ce royaume multiplient, depuis quelques jours, leurs allégations et provocations contre l'Algérie. Après le discours de Mohamed VI qui a adopté un ton inhabituel, allant jusqu'à accuser l'Algérie de retenir en otage les milliers de réfugiés sahraouis accueillis à Tindouf depuis plusieurs décennies, c'est au tour de son ministre des Affaires étrangères, Nasseb Bourita, d'en rajouter une couche. Intervenant, samedi dernier, devant les parlementaires de son pays, le chef de la diplomatie marocaine invente une histoire de plan de guerre de l'Algérie contre le Maroc. Selon lui, il existe des signes qui démontrent la volonté de l'Algérie de déclencher une guerre dans la région et une confrontation militaire avec le Maroc. Et de lancer encore d'autres allégations, selon lesquelles, le régime algérien cherche une escalade et une confrontation avec le royaume. Pour Nasseb Bourita, la guerre serait la seule réponse de l'Algérie à ce qu'il considère comme des acquis réalisés par Rabat sur la scène internationale sur le dossier du Sahara, dont notamment la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Ce nouveau discours des autorités marocaines est, à la fois, étrange et inquiétant. Et pour cause, les autorités algériennes ne cessent d'afficher l'engagement de l'Algérie à contribuer à la paix et à la sécurité en Afrique et dans le monde. Pour éviter toute interprétation malveillante du dernier défilé militaire organisé à Alger à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a tenu à préciser que la doctrine de l'armée de libération nationale est défensive et son armement est destiné exclusivement à la défense de l'Algérie et à la protection de sa souveraineté nationale. Même dans leurs interventions dans des forums internationaux, notamment sur le dossier du Sahara occidental, dont une majeure partie est colonisée, depuis 1975 par le Maroc, les diplomates algériens axent sur les principes du droit international. Ils rappellent, dans ce sens, que l'affaire est en cours de traitement au niveau de l'ONU et que le Conseil de sécurité de cette instance a adopté plusieurs résolutions reconnaissant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. C'est, fort probablement, cette position qui agace les responsables du royaume marocain qui font désormais feu de tout bois pour tenter d'imposer le fait accompli aux Sahraouis d'abord et ensuite à la communauté internationale. Ce changement de ton s'explique également par l'alignement officiel de la France, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, sur la thèse marocaine en reconnaissance de la souveraineté du royaume sur le Sahara occidental. Le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump qui s'était engagé aussi à reconnaître l'autorité marocaine sur ce territoire, en contrepartie de sa normalisation avec Israël, semble avoir encouragé Mohamed VI et son gouvernement à s'en prendre ouvertement.